parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous nous regardez également à la télévision sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Vous nous écoutez partout en Guinée, évidemment sur nos antennes officielles. Du côté de Bokeh sur 99.7, vous êtes à Cancan 99 en modulation de fréquence et toutes les autres radios évidemment qui relayent cette émission sans notre autorisation. Nous vous disons bonjour. Bonjour à vous qui nous rejoignez du côté de Bambou FM, du côté de Farana, et bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Plusieurs mots s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission Les GG. À la une, on s'intéresse à l'actualité. La présidentielle du 18 octobre ne s'est pas bien achevée pour lui. Il a non seulement perdu le scrutin comme les autres politiques opposés donc au président Alpha Condé, mais il avait surtout été bloqué à l'aéroport international de Conakry-Bessia, son passeport retiré sans aucune raison valable. Du moins, officiellement, finalement, nous ne savons pas quand, mais Ibrahima Abessila est bien rentré dans son second pays. De Washington, il continue de s'intéresser à la politique, à la situation politique guinéenne, le manque de dialogue, les arrestations d'opposants et le fonctionnement du Parlement dont il est un des députés. Le président de la nouvelle génération pour la République veut faire entendre évidemment sa critique réclamée du pouvoir actuel, une grande ouverture. Il est notre invité de parcours ce matin, mesdames et messieurs. Et Abessila, président du NGR, vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Nous irons en région, forcément, vous avez vu ces images hier à Cancan. Un présumé voleur a été lynché hier en public, soupçonné de tentative de vol d'une moto appartenant donc à un jeune conducteur de taxi. Il a été lapidé à mort. Et ces derniers temps, la commune urbaine de Cancan connaît donc un phénomène d'insécurité qui tend à échapper au contrôle des autorités locales. Des bandits opèrent à main armée dans des concessions familiales et terrorisent les conducteurs de mototaxi, nombreux dans la région. Et bien, tout comme le cas de Vindic Populaire en décembre 2015, la population a sorti donc de prison et lynché un groupe de bandits qui étaient accusés d'avoir assassiné un orpailleur. On essaie de comprendre ce matin dans cette émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Avec nous dans ce studio, Jacques Lewalino, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine. Bon, bonjour à vous Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Diba Milimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Meurtre de Nafanta Dubreka, les résultats de l'autopsie connus. Oui, il s'agit de la dame qui a été victime des violences conjugales. Celle-là qui a quitté les États-Unis et qui vivait ici avec un huissier de justice, je crois, du côté de Dubreka. Il y a eu donc bagarre et finalement la dame est morte. Ouais. Donc il y avait donc le corps qui a été amené par la famille du côté de la médecine légale. Et hier, disons depuis avant-hier, les résultats de l'autopsie sont disponibles. Les résultats qui confirment effectivement que la dame a été emportée suite à des coups de blessures. On parle d'hémorragie, pas d'hémorragie cérébrale. Donc suite bien entendu à ces coups. Et puis on a appris, la famille qui s'est transportée du côté du tribunal de première instance de Mafanko pour exprimer de la colère parce que jusqu'aujourd'hui, l'auteur de ce crime reste introuvable. Il reste introuvable. C'est quand même un homme de droit, un homme de loi, en tout cas huissier de justice. Il travaille avec les textes juridiques de notre pays et qui se rend responsable d'un acte de violence et qui, au lieu de se rendre et de pouvoir s'expliquer, prend la fuite. Et jusqu'aujourd'hui, il reste introuvable et la famille continue à réclamer, n'est-ce pas, justice. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est une étape de franchie dans la démarche qu'a engagée, n'est-ce pas, la famille pour
pour obtenir réparation. Par le corps, disons, la victime ne pourra plus être ramenée à la vie, mais au moins que justice soit rendue et que ça serve de leçon à d'autres gars qui se rendent responsables de tels actes dans les familles. Ouais. Un homme de droit, il l'a dit, Antoine. Hein. Le plus choquant généralement, c'est le silence du procureur en pareille situation. Et lorsqu'un dossier est en instruction ou même lorsqu'il y a de tels délits graves commis, au lieu qu'on ne sorte pour nous dire à quel niveau se situe le dossier, généralement c'est un silence, le cimetière auquel on assiste, ce qui fait que souvent les victimes sont contraintes parfois de dire que la justice ne joue pas pleinement son rôle parce que on se refuse de faire la part des choses entre les différents événements lorsque cela survient. Il y a beaucoup de cas comme ça qui arrivent. À part le cas de Dubrika, il y a eu le cas de Aminata Tunkara, dont on se rappelle encore. Oui. Cette dame qui a été décapitée par son mari ici à Yimbaya. Donc jusque-là, on ne sait pas c'est quoi l'issue. Le monsieur a été mis aux arrêts. Par après, il a été malade. On l'a envoyé à Niasdine. Et jusque-là, c'est un silence radio. Le procès jusque-là tarde à se tenir. La famille attend de savoir le sort réservé aux bourreaux de leur fille. Et donc, ce sont des pratiques qui arrivent tout le temps. Les violences conjugales, je crois Madame Droit de l'Homme est dans ce studio, elle en parle tout le temps. Sauf qu'on n'a pas de solution à ces problèmes. Des crimes graves qui se font au quotidien en Guinée, à Conakry, ça se passe aux yeux de tout le monde. La justice, généralement, tarde à trouver solution au problème. Et donc, si on apprend que la famille s'est levée pour aller manifester afin que justice soit faite, c'est que c'est très sérieux. C'est la preuve que notre justice, par moment, est sélective dans le choix des dossiers à traiter. Celui-là, certes, n'est pas politique, mais la lenteur dans le traitement des dossiers, la lourdeur dans la façon de travailler fait que souvent, les victimes se sentent abandonnées, se sentent lésées dans le travail que fait la justice, ce qui pour moi n'est pas normal. Il faudrait que lorsqu'un problème de ce type se déroule, surtout un crime aussi horrible arrive, il serait important que non seulement l'on communique sur le déroulement du dossier du début à la fin, afin que les populations, les familles soient situées sur là où se trouve soit l'auteur du crime ou à quel niveau l'enquête se situe. Mais lorsque c'est un silence radio, mais lorsqu'il y a d'autres problèmes qui arrivent au gouvernement ou encore à d'autres personnes bien placées, mais on est rapide, on est prompt à sortir dans la presse pour faire des menaces, pour annoncer des choses qui ne se font jamais. Je me dis que c'est du 2 poids 2 mesures, ce qui pour moi n'est pas logique. Eh ben oui, Antoine, bien dit. On se dit, tu l'as dit, hein, Daouda Mohamed, voilà. Tu l'as dit, une justice à 2 vitesses ou à 2 poids 2 mesures. On se dit peut-être à la fin il y aura l'issue, en tout cas en ce qui concerne cette affaire, quand on sait déjà qu'il y a des précédents. Antoine le rappelait à un instant. Oui, c'est un espoir qu'on peut avoir, mais je ne crois pas forcément qu'il y ait de l'issue favorable pour la famille de cette victime. Dès lors qu'on sait déjà que le monsieur, il est sorti de prison il n'y a pas très longtemps, il faut le rappeler. L'huissier de justice. Oui, l'huissier de justice, parce qu'il était aussi accusé, mêlé à une autre affaire je crois, de détournement d'un de ses clients, des fonds d'un de ses clients. Et donc il est sorti de prison il y a pas longtemps. Et aujourd'hui, vous savez... Donc c'est un récidiviste. C'est un récidiviste. Et même après le meurtre, il paraît, il continuait d'ailleurs à déambuler dans le quartier et les parents de la victime continuaient à le voir. Et tout cela a amené aujourd'hui à savoir qu'on ne peut pas avoir grand espoir parce que... on sait, Antoine le rappelait tout à l'heure, on sait dans notre pays, on est plus intéressé par les dossiers politiques que par les dossiers sociaux. Les citoyens meurent comme des poussins dans le quartier, mais lorsqu'il s'agit d'un dossier politique, tout de suite on appuie sur l'accélérateur et tout de suite on a la machine en branle. On a une solution. Mais lorsqu'il s'agit des citoyens pour lesquels on a été élu, pour lesquels on a été nommé, tout de suite, il n'y a pas quelque chose qui encourage les gens à croire en nos autorités. Donc, je crois aujourd'hui, peut-être que le monsieur peut être arrêté, mais il n'y a pas grand espoir que la famille se retrouve vraiment à satisfaction. Allez-y, Madame Hiro. Ben, écoutez, je pense que ce serait démissionnaire ou ce ne serait pas bien de dire qu'on ne peut pas trouver une solution à ces questions-là. Il y a bien des solutions. Par exemple... c'est ce que la justice vient de faire. Si la personne est arrêtée, si l'autopsie révèle que
la personne est décédée suite au coup reçu par cette personne-là, je pense que la justice n'a pas d'autre solution, n'a pas d'autre choix que de juger la personne et de la condamner pour homicide involontaire. Peut-être en frappant, il ne savait pas que mort allait s'en suivre. Ce sont les conséquences de la violence. Il faut éviter d'être violent. Quand vous ne voulez plus vivre avec une personne que vous ne l'aimez plus, le mieux c'est de se séparer parce que chacun pourra trouver sa voie après. C'est mieux que de perpétrer des violences, aller de violence à violence jusqu'à ce qu'une personne perde la vie. C'est le cas de la jeune dame qui a été tuée également, qui aurait été tuée par son conjoint qui est militaire, qui est aujourd'hui déféré. J'en parlais la dernière fois, Lamine, ici à Yimbaya, ça s'est passé. Ouais, j'ai vu les infos. Justement, le couple s'est battu. Par la suite, la femme qui prenait le téléphone pour appeler sa maman pour se plaindre est tombée immédiatement après la bagarre, bien entendu. Et donc, dès qu'elle est tombée, on l'a transportée à l'hôpital, mort s'en est suivi. Moi, j'étais particulièrement étonnée d'apprendre qu'elle est décédée des suites de Covid-19 et que rien ne prouve sur le corps qu'elle est décédée des suites de cette bagarre-là, des altercations qu'il y a eu entre son mari et elle. Mais en tout cas, c'est le premier constat qui a été fait par la médecine légale. La famille veut demander une contre-expertise médicale pour qu'il y ait une autre autopsie certainement pour être édifiée. Et heureusement, quand la famille a saisi un avocat, l'avocat s'est mis à la tâche, la justice s'est mise en branle et finalement le monsieur a été arrêté. Il a été arrêté quand le juge a décidé qu'on le défère. Dans un premier temps, le procureur a demandé à ce qu'il retourne à la maison, mais heureusement hier finalement il a été déféré à la maison centrale en attendant que lumière soit bien entendu faite. Donc c'est des cas qui arrivent, Lamine. La dernière fois, le 25 novembre, nous avons pu avoir professeur Hassan Ba qui nous dit que rien que pour cette année, et ce n'est pas des chiffres évocateurs exhaustifs. Il y a au moins une dizaine de cas. Ils ont reçu des cas des femmes qui ont été bastonnées, qui sont décédées par la suite, suite aux bastonnades reçues par leur conjoint. Donc, c'est des choses qui se font au quotidien. Des cas de meurtre dans le couple. Ça peut être l'homme tout comme ça peut être la femme. Mais il faudrait que chez nous, qu'on sorte des idées reçues qui disent que les gens ont peur de se séparer. Les gens ont peur de divorcer. C'est devenu une banalité quand même. Les gens banalisent parce qu'on ne veut pas qu'on dise que tel est divorcé, tel est ci, tel est ça. Mais si vous savez que ça ne va pas, si vous savez que la haine a pris le dessus sur l'amour, le mieux, c'est de se séparer pour ne pas que quelqu'un perde la vie. Parce que quand vous perdez la vie, c'est fini. Vous ne pouvez plus la retrouver. Et c'est des problèmes qui vont s'en suivre parce que la personne qui a ôté la vie ira en prison. Pour éviter tout cela, la meilleure des choses, c'est de se séparer, de s'éloigner pour éviter des conséquences néfastes sur la vie de toute la famille pratiquement. Parce qu'il faut penser à ces enfants-là. L'avenir de ces enfants-là. Un jour, quelqu'un leur dira forcément, c'est votre papa qui a tué votre maman et c'est pas bon pour l'éducation des enfants, pour le moral et tout, comment ils vont grandir, surtout chez nous ici. Donc, il faut dire aux gens de ne pas hésiter à divorcer quand les gens ne s'entendent plus. Quand il n'y a plus d'amour, évidemment. On dit que oui, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais quand ça ne va pas et que les vies sont en danger, je pense que le mieux, c'est de trouver la meilleure voie. Évidemment. Allez-y, mon cher Diba Milimono. Alors, concernant la situation, par exemple, de la dame ici, par Madame Hierro, il faut rappeler que la dame qui aurait purifié le corps a fait quand même des témoignages à la famille, comme quoi il y avait du sang, en tout cas, qui coulait du nez de la dame au moment où on purifiait le corps. Donc ça veut dire beaucoup de choses parce que lorsqu'on parle de sang qui coulait du nez, de la bouche, ça veut dire certainement il y aurait eu un choc au niveau de la tête. Maintenant au-delà, aujourd'hui les statistiques parlent parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de cette dame, Nafanta, mais n'oubliez pas que c'est un cas parmi tant. Vous partez aujourd'hui à l'intérieur du pays. Il n'y a pas ce système aujourd'hui à aller se dire bon il faut faire l'autopsie parce que il n'y a même pas d'alerte. Il n'y a pas d'alerte à l'intérieur du pays. Cette fois-ci on parle de Conakry, mais ce qui se passe à l'intérieur du pays, en tout cas il faut se poser à cette question. J'ai écouté Prof Sassan l'autre fois lorsqu'il disait que au moins 60% des cas qui viennent, ce sont des violences conjugales et 30% des cas qui ont été recensés, souvent c'est lié au viol des jeunes filles dont l'âge varie entre 12, 13 ou en tout cas parfois 9 ans. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui, c'est ce phénomène en train de prendre de l'ascension. Il faudrait trouver des mesures, je ne dirais pas palliatives, mais des mesures drastiques pour essayer d'inverser la tendance. Parce que si vous regardez les statistiques, ça veut dire tout simplement, comparé au procès qui est engagé, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail sur le terrain. Parce que beaucoup sont violentés dans les foyers. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faudrait que l'État, puisque la loi, elle existe,
nous sommes dans un état de droit, pas un état légal où les lois existent, mais on ne les applique pas. Donc, il faudrait que l'État puisse trouver une solution définitive à ce phénomène-là. On a écouté, c'est vrai que chaque année, à l'occasion de cette fête, notamment des femmes, ou en tout cas sur les violences basées sur le genre, souvent on est dans le scénario festif. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? J'arrive pas à comprendre, en fait. Je pense que tu vois les femmes au palais en train de danser. Tout à fait. Je me dis, mais c'est bizarre. Je pense que c'est l'occasion, non seulement de faire l'état des lieux, de faire le bilan, également de faire une projection, de se dire aujourd'hui, voilà les statistiques que nous présentons, qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance. Donc, moi, j'interpelle non seulement le ministère de l'Action sociale, qui normalement devrait sortir un peu des discours. Aujourd'hui, le phénomène est en train de toucher beaucoup de familles, donc il faudrait que le pouvoir réside dans l'action et non dans les discours. Donc, le ministère de l'Action sociale, le ministère aujourd'hui qui a été créé par rapport à l'autonomisation des femmes, qui aussi a un rôle fondamental à jouer, parce que aujourd'hui, avec les institutions qui opèrent dans le pays, il y a des fonds qui sont disponibles dans ce sens-là. Notamment, il y a le ministère de la Sécurité, les 2 départements. Donc, il y a toute une série de mesures qui existent pour inverser la tendance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'autopsie. Maintenant, ceux qui sont arrêtés, ce n'est qu'un électron qui gravite autour du noyau. Il y en a une multitude de situations aujourd'hui qu'on constate dans les foyers. Parfois, avec la complicité des parents, on a peur de dénoncer les situations. Donc, il faudrait qu'on puisse dénoncer. Aujourd'hui, la France, par exemple, avec le reconfinement, on a constaté que les gens, le fait de rester ensemble à la maison, il y a la tension qui commence à s'installer. Donc, ils ont mis des numéros verts. Il y a une explosion de divorce même. De divorce, voilà, dans les foyers. Donc, le fait de cohabiter. Donc, et nous, on sait que quand même en Afrique, on n'a pas ce problème parce qu'il y a ce côté de sociabilité. Mais sauf qu'aujourd'hui, en France, ils ont trouvé une solution rapidement. Ce sont les numéros verts. Lorsque vous constatez que le conjoint il devient violent, vous appelez les services compétents pour anticiper. Donc, je pense que ce scénario-là, on peut l'implémenter en Guinée pour voir ce que ça peut donner. Je me rappelle que le ballet citoyen était en train de partir, Sékou Koundouna à l'époque était en train de partir dans cette dynamique pour mettre des numéros à disposition pour que des personnes qui sont susceptibles d'être au centre d'une violence conjugale puissent appeler les autorités pour anticiper. Maintenant, ce qui est en train de se passer, je l'ai toujours dit, un acte impuni entraîne la commission d'un autre acte. Et aujourd'hui, ça se fait partout. On a vu ce qui s'est passé à Cancan. Ça veut dire tout simplement que c'est la justice normalement qui ne joue pas son rôle. C'est pourquoi cette justice privée est en train de prendre de l'ascension. Voilà, Diba Milimono. Jacques, on revient sur cette autre actualité, évidemment. Meurtre du policier à Wanindara. La police annonce le renforcement donc du dispositif sécuritaire dans la zone Bafoué. Très amer. Hein? Oui, Bafoué très amer. Qui s'en prend même aux médias, j'apprends. Oui, j'ai entendu ça. Parce qu'il estime qu'on parle beaucoup plus des civils victimes que d'agents de sécurité. On peut bien le comprendre. Mais ce qu'il doit noter, c'est pas parce que nous en parlons ou nous n'en parlons pas qu'il y a le problème. C'est qu'est-ce qu'on fait derrière pour ils n'ont pas même dicté aussi, je veux dire, les lignes éditoriales des médias quand même. Non, à un moment ils se croient capables de tout, Bafoué. Si on n'en parlait pas, ça c'était un problème. Maintenant, peut-être l'intensité avec laquelle on parle, c'est ce qu'il reproche un peu, parce que si c'est des civils qu'on met beaucoup de temps à en parler, mais il doit reconnaître aussi que les civils sont les plus nombreux à mourir, donc il peut bien comprendre pourquoi on parle beaucoup plus des civils que d'agents de sécurité. Que ça s'est passé, nous on en parlé ici quand même. Je suis bien d'accord avec lui que c'est important qu'on prenne tous ceux qui tombent sous le même pied d'égalité. Il n'y a pas d'excuse à trouver sur la mort d'un agent de police ou un civil. Ce sont des êtres humains. Quand quelqu'un a été tué, ce n'est pas une mort naturelle. Nous devons dénoncer de la même manière. On ne peut pas dire, bon, si c'est un agent de sécurité, est-ce que le fait de lui avoir ôté la vie, c'est déjà quelque chose de très grave. Que ce soit des gendarmes qu'on a tués du côté de Sofonia, le policier qui est mort à Koloma, ou le policier qui a été tué hier à Wanindara, un autre policier avait déjà été tué aussi. Ça, c'était dans le cadre des manifestations. Il avait été laissé là par le pick-up qui les transportait avec ses collègues, lui et ses collègues, et il a été lynché, lui aussi. Je pense que ce sont des cas qu'il faut dénoncer, mais c'est la violence elle-même qui tend à se généraliser. À se normaliser même. Généraliser, se normaliser. L'agent de police pense qu'il peut, à un moment donné, outrepasser les limites. Le civil pense que lui aussi, il peut se venger et il doit forcément donner la mort à un agent de police. Et souvent, on va jusqu'à dire
bon, les policiers ou les gendarmes tuent souvent les civils. Mais vous ne savez pas si celui que vous avez tué, si ce dernier a déjà tué. Parce qu'il y a des agents de sécurité qui n'ont jamais tiré avec une arme. Ils sont peut-être après, lors de la formation d'accord, mais qui sortent, qui restent assez exemplaires. Il y a des policiers comme ça. Il y a des policiers même qui, lors des manifestations, essayent de se comporter bien. Il y a d'autres qui agissent avec beaucoup de zèle et vous ne pouvez pas distinguer qui est bon, qui est mauvais. C'est pourquoi il faut parfois éviter d'aller jusqu'à ce niveau. Mais c'est compréhensible. Maintenant, aussi, je veux dire, ce rejet de la police et de la gendarmerie, mon cher Jacques Loalino, parce que moi, en tout cas, depuis que je suis en Guinée, j'ai jamais entendu qu'un policier a été suspendu ou même radié parce que il a violenté un citoyen. J'ai jamais entendu. La question de sanctions, elle reste quand même entière. Et je crois qu'elle n'existe pas assez. Et derrière, surtout, moi, ce qui choque, ce n'est même pas d'abord la sanction. Parce que dans beaucoup de cas, déjà, la justice ne fait pas véritablement son travail pour sanctionner ceux qui se rendent responsables d'actes criminels. On était en train de parler là d'un cas de violence conjugale. Ça, c'est à un niveau très banal, je vais dire, parce que c'est au niveau familial, il n'y a pas d'intérêt politique en jeu, donc on pourrait sanctionner. Mais lorsque nous sommes dans le cas de la manifestation politique, surtout, il y a des intérêts politiques et la communication du gouvernement, elle est très dangereuse. C'est celle qui consiste à disculper sans enquête préalable, sans procès préalable. Ça, c'est partout pareil, c'est la guerre des opinions, mon cher Jacques. Non, mais il faut se réveiller un petit peu. Ça se passe partout comme ça. Je suis en train d'expliquer. Je suis en train de te dire aussi que ça se passe partout comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Donc, c'est ce qui justifie le fait que les citoyens se disent nous n'avons pas de défense. Pour la police, quand la police est soupçonnée d'avoir commis des actes, il y a la défense, il y a le gouvernement, il y a jusqu'à la présidence de la République où elle peut obtenir, n'est-ce pas, du soutien, alors que si c'est les civils, il n'y a pas de soutien, on les abandonne. Au contraire, parce que depuis les événements de l'après-présidentielle du 18 octobre, toutes les arrestations qui ont été opérées, c'est des civils. Donc, on a disculpé les agents de sécurité. Je pense que c'est un phénomène qu'il faut continuer à dénoncer. Mais encore une fois, dès qu'il y a mort d'homme, que ce soit un homme en tenue ou un civil, on doit les prendre au même pied d'égalité et les dénoncer de la même manière parce qu'un crime est égal à un crime. Oui, allez-y Antoine. On a vu en France ce qui s'est passé ces derniers temps. Les policiers qui ont été radiés complètement, évidemment, parce que ils ont violenté une personne. Et ils ont menti, ces policiers. Justement, ils ont fait un faux rapport. Il y avait une caméra de surveillance qui a pu montrer en image ce qu'ils ont commis comme acte dégradant. Les grandes la personne, je crois que il est du monde du showbiz. C'est un producteur de musique qui a été violenté dans son studio. Heureusement, les caméras de surveillance ont pu montrer la scène. Il y a eu d'autres policiers qui ont voulu déguerpir des migrants toujours en France, qui ont été également, qui ont reçu des avertissements ou des sanctions. Lorsque des sanctions sont prises et que c'est rendu public, je crois ça rassure la population et ça essaie un peu de mettre en garde ceux qui seraient tentés d'agir de la sorte. Le contraire en Guinée fait que très souvent les populations se sentent obligées de se rendre justice, ce qui n'est pas encouragé. Le constat que je fais, c'est quoi? C'est que toute la capitale aujourd'hui, ou pratiquement des zones à Conakry depuis quelque temps, sont militarisées. Ce qui ne favorise pas parfois la venue d'investisseurs ou même de personnes désireuses de venir se distraire en Guinée. La militarisation, elle est effective. Les grandes gueules. C'est lié à quoi? C'est lié à cette instabilité politique, à cette rivalité qu'il y a sur le terrain. C'est lié au fait que l'État, par moment, ne joue pas pleinement son rôle. Le cas Ouanidara doit interpeller tout le monde. Ouanidara, depuis quelque temps, est en train de s'illustrer dans une pratique qui amène à s'interroger. Ouanidara est au centre de beaucoup d'interrogations. Il faut que les sociologues se lèvent afin de faire une sorte d'enquête ou encore de travail, de recherche, afin de comprendre ce qui ne va pas. Les grandes gueules. On a été habitué à Bambeto Koza, à Mdalaï, mais aujourd'hui, lors de manifestations de rue, même lorsqu'il n'y a pas grande chose dans tout Conakry, Ouanidara seul s'illustre. Qu'est-ce qui explique cela? Il est important qu'on nous le dise. Il y a eu des morts d'hommes à Ouanidara, de civils, tout comme de policiers ou gendarmes. Ça s'est passé à Ouanidara, mais de manière horrible. Venant de citoyens qui parfois torturent, lynchent des policiers ou gendarmes, parce qu'il y a eu le cas du policier dont parlait Jacques,
qui n'a pas pu être emporté par ses amis, qui a été laissé par le pick-up, qui est resté sur place, mais on a suivi ce qui s'est passé. Il a été lynché, mais à mort. Il y a eu le cas de ce dernier où on parle de tir à balles réelles. Il y en a eu d'autres où des policiers ont été attaqués. À leur tour, ces mêmes policiers et gendarmes ont agi de manière violente. On a tous suivi les cas de morts. On a même des descentes musclées dans des familles. Il serait important qu'aujourd'hui qu'on se demande qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui à Ouanidara, la zone semble devenir incontrôlable. Qu'est-ce qui explique le fait que Ouanidara aujourd'hui a pris le dessus sur la plupart des zones de l'axe en matière de violence? Qu'est-ce qui l'explique? C'est important qu'on le sache, parce que là, ce que l'on appelle bafoué, pour moi, il serait important qu'ils comprennent que la presse a son rôle à jouer. Certes, par moment, on estime qu'on fait du 2 poids 2 mesures. Lorsqu'un citoyen est tué, on en parle plus. Lorsque c'est un policier, on en parle peu. Ce qui est normal, parce que le citoyen, on se dit qu'il est démuni de moyens dont dispose la police et la gendarmerie. Ils sont censés les protéger. Lorsque très souvent ce sont eux qui tombent, c'est la normale. Mais quand c'est le policier ou le gendarme qui tombe, d'aucuns se disent que c'est normal parce qu'ils ont la puissance publique, et donc ils ont plus de moyens que nous, même si par moment, ce sont des pratiques qui ne sont pas encouragées. Il faudrait que l'on recherche les personnes à l'origine de ces crimes qui deviennent de plus en plus récurrents, et qui tendent à devenir des actes terroristes. Parce que ce qui s'est passé à Ouanidara avant-hier, c'est ce que Damanta a dit d'ailleurs, Daouda Mohamed Kamara. Ça doit inquiéter. On a compris, Antoine, on a bien compris. Oui, en contresens toujours. C'est effectivement le problème. Quand Bafoué dit que la presse ne communique pas trop sur des bavures sur des policiers, je dis que non. Ouais. On parle mieux d'ailleurs sur les cas, parce qu'aujourd'hui c'est un cas. C'est un cas de mort d'un seul policier. Et il arrive dans des manifestations où il y a 2 ou 3 personnes qui tombent, mais on en parle peu. Ouais. Alors, s'il dit aujourd'hui cela, je crois qu'il n'a pas bien compris. Parce que depuis déjà hier, nous on en parle dans ce studio. Mais Antoine le disait, aujourd'hui, c'est vrai que le ministère qualifie cela de terrorisme. Et moi, je ne trouve pas, je l'ai dit hier, je ne trouve pas d'autres termes qui puissent mieux illustrer ce qui se passe. Parce que quand on arrive sur un tel cas au Mali, on dira que c'est des terroristes. On arrive sur un tel cas au Burkina Faso, au Niger et autres, on dira que c'est un cas de terrorisme. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit, on ne peut pas comparer la population civile à la population militaire. Ouais. La population civile est supérieure à celle militaire. Et un militaire, un policier, un gendarme, c'est un symbole de la République. Lorsque ce symbole est touché, il faut s'inquiéter. Et aujourd'hui, ça amène également à donner parfois raison qu'il y a des actes qui peuvent se passer dans les manifestations qui ne relèvent pas forcément des forces de l'ordre, qui peuvent être par endroits responsables, mais avec de tels actes, ça amène à douter parfois de différentes tueries dans les manifestations. Et j'écoutais un hier qui disait que aujourd'hui vous pensez que c'est les policiers qui tuent partout, les gendarmes, mais comment jusqu'à présent vous n'arrivez pas à situer le responsable de l'assassinat de votre confrère Koula au siège de l'UFDG. Ouais. Donc ce sont les questions qui se posent. Il faut aujourd'hui que les Guinéens comprennent que un policier, un gendarme, un militaire, c'est un symbole de la République. Ce n'est pas que parce qu'il est symbole de la République que son âme est supérieure à celle d'un civil, parce que la tenue qu'il porte, l'arme qu'il porte, la dotation qu'il prend, c'est pour la protection de la vie et des biens de ces personnes. Donc, l'élan qu'on est en train de prendre aujourd'hui, je ne sais pas si ce sont des règlements de comptes ou c'est des vengeances qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais je crois que ça s'annonce très mal. Parce que on a vu déjà hier, avant-hier nuit, jusqu'à hier dans la journée, et comment les choses s'est passées à Ouanidara. Les policiers, les gendarmes, les policiers étaient dans les quartiers à la recherche des coupables, parce que des jeunes par endroit avaient aussi érigé des barrages pour empêcher les policiers de circuler sur l'axe à ces niveaux. Est-ce qu'on va permettre aujourd'hui qu'il y ait cette confrontation entre les policiers, les gendarmes et les civils, qui en sortira victorieux? Je me dis que ça ne peut quand même pas être les civils qui n'ont pas d'armes officiellement, qui n'ont pas le droit d'utiliser les armes officiellement, même si certains en disposent aujourd'hui dans les quartiers.
Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, je crois qu'il faut qu'il y ait de la retenue. Il faut aujourd'hui que la société civile se lève davantage à travailler dans la sensibilisation, à mieux faire comprendre. Mais ça passe plus, ça, mon cher ami. Non, c'est pas parce que ça ne passe plus. Je suis désolé, non, vous savez, quand ça ne passe, ça pourra bien passer. Quand on est frustré à ce point, ces populations-là se disent, est-ce qu'on a une police républicaine? Est-ce qu'on a une gendarmerie républicaine? C'est l'autre question qui va se poser. Je suis désolé, Antoine. Cette population ne peut pas se mettre, ne peut pas se mettre face à la police, face à la gendarmerie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas perdre espoir pour dire que ce qui arrive, ça ne peut pas changer. Ça peut bien changer lorsqu'on accepte de se mettre ensemble. La société civile, son rôle est interpellé ici. La société civile doit travailler. On a vu, avec le CNOS par exemple, qui a fait des tours dans les familles des victimes où il y a eu des dégâts. Ça a quand même commencé. Quelle famille? Il faut se poser la question. Non, il y a quand même eu des familles. Il y a quand même eu des familles il y a eu des familles dans lesquelles... Alors, les résultats... Il n'y a pas de résultats. Non, ce n'est pas du tic-au-tac, mon frère. Ce n'est pas un interrupteur qui, quand vous voulez allumer, les grandes gueules. Vous-même, vous avez cherché aujourd'hui à interpeller les sociologues, à travailler sur ce qui s'y passe. Ce qui se passe aujourd'hui à Wanindara. Ce qui se passe à Wanindara aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu à Bambeto, à Amdalaï, à Koza, et aujourd'hui, ça s'accentue à Wanindara. Il faut qu'on travaille progressivement. C'est un process. Ça ne se décrète pas un jour. Il faut que la société civile travaille, mais aussi en parfaite harmonie avec les acteurs politiques. Je veux insister sur l'aspect cruel des crimes commis à l'égard des forces de l'ordre. Il faut que cela interpelle. Je rappelle le cas du train. Parce que j'ai suivi le témoignage de l'une des personnes qui était dans le train lorsque l'acte a été commis. Je n'étais pas là, peut-être que vous en avez parlé. Bien, j'ai suivi son témoignage qui m'a glacé. Les grandes gueules. Lorsqu'il dit que ce sont des jeunes... Ça non, ici. Ce n'est pas la condamnation. Voilà. C'est la nature du meurtre. Lorsqu'on dit que ce sont des jeunes de moins de 15 ans ou de moins de 18 ans qui ont agi sur des forces de l'ordre, qui ont trouvé refuge dans des familles. Les grandes gueules. Malgré cela, on a été les prendre et les décapiter. Ça donne à réfléchir. Merci beaucoup, ça donne Antoine. à s'inquiéter. Est-ce qu'en Guinée aujourd'hui, c'est une grosse question que je pose, est-ce que les terroristes sont en Guinée? Il faut qu'on se pose la question. Je pose la question. Antoine, je pose la question. Est-ce que... Allez-y, madame. Allez-y, madame. Eh bien, voilà. Oh, Antoine. Il n'y a aucun terrorisme. Oh, Antoine. Non, mais écoutez, allez-y, madame. quand vous parlez des altercations qui se passent dans les quartiers, c'est entre les jeunes et les forces de l'ordre. Est-ce que vous voyez les crimes qui se sont passés ici sur des citoyens? Vous avez observé? Ce n'est pas des terroristes, c'est des agents qui sont accusés. Même si on n'a jamais essayé de faire la lumière. On a vu des cas de meurtre, en fait, sur le terrain pendant les manifestations. On a vu des gens, des citoyens guinéens, qui, par exemple, prennent des balles en pleine tête. Est-ce que ça, c'est pas un crime odieux, ça? Je vais vous dire ce qu'on a fait de ce pays, ce qu'on a fait de cette Guinée. En fait, on a créé deux clans. On a mis des citoyens civils de côté, qu'on est en train de stigmatiser. On dit, par rapport à une zone, on crée des frustrés, on les radicalise justement parce qu'il y a eu des scènes de pillage, parce qu'il y a eu des meurtres, parce que quelquefois il y a eu des cas de viol sur des femmes. On a vu des agents des services de sécurité descendre dans des concessions, déverser de la nourriture et faire tout ce qu'on veut dans ces concessions. Comme hier, c'était le cas à Wanindara où on est venu avec plusieurs pick-up devant une concession. Tout le monde a pris la poudre d'escampette. Des enfants qui étaient là ont été pris. On les a montés dans les pick-up, fait monter dans des pick-up. Mais finalement, on les a tabassés pour les relâcher. Des gamins, de rien du tout. Quelle image ces gamins-là vont garder de ces agents des services de sécurité, la mine, en grandissant? Quelle image? Et ça, c'est un business qui est entretenu par des pyromanes, des businessmen de la crise qui ont quelque chose à tirer de ces divisions, de ces altercations qui se passent au quotidien. Et vous voulez qu'on dise que tel crime est plus horrible que cet autre crime? Un crime est égal à un crime. Il faudrait qu'on en sorte. Et qu'est-ce qui peut nous aider à en sortir? C'est la justice, la vie. Il n'y a pas mieux que la justice pour aider les pays à aller de l'avant. On a vu, vous avez parlé de ces cas de ces gendarmes, de ces policiers du côté de la France. Il y a eu des sanctions et tout le monde sait ce qui s'est passé. La même chose devrait se passer. De la même façon dont on est prompt à arrêter les civils, les juger et les foutre en prison, de la même manière, on devrait enquêter sur les meurtres de civils pour juger des gens qui auraient commis ces crimes-là et les mettre en prison.
Mais vous l'avez dit, qui a été arrêté ici, à part l'agent qui a été arrêté du côté de Bambeto, qui était juste chef d'unité? On n'a jamais su qui a effectivement tué le jeune qui était à l'immeuble ce jour-là. On n'a jamais su qui a tiré sur toutes ces personnes. On parle de plus de 200 personnes quand même, depuis plusieurs années. Ouais. Notre rôle en tant que média, c'est d'interpeller. Un crime ne peut pas être justifié. Que ce soit un civil, un agent des services de sécurité, personne ne peut se réjouir de la mort d'une personne. Personne ne peut justifier un crime. Personne, aucun être humain n'a le droit d'ôter la vie à un autre. Surtout dans un pays où, par exemple, normalement, les agents des services de sécurité devraient être nos frères. Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont ces jeunes-là. C'est vous, Lamine. C'est Djiba dans ce studio, c'est moi, à travers les taxes que nous payons. Ouais. On arrive vraiment à habiller ces agents. C'est des agents qui sont censés protéger les citoyens et leurs biens. Bien. Et donc, les citoyens devraient être rassurés en voyant ces agents-là. Ils ne devraient pas prendre un caillou ou prendre une arme blanche ou quelque chose en face de ces agents-là. Ils devraient être rassurés. Mais les pyromanes ont fait en sorte qu'on a deux clans en face. Des civils remontés, frustrés parce qu'à cause de l'injustice, des agents qui se disent c'est des rebelles, il faut les abattre. C'est ce qu'on a fait de ce pays. Et ça, c'est vraiment dommage. Des gens qui sont tapis dans l'ombre savent de quoi je parle. Et ça, pour en sortir, il faut une justice forte qui se mette au-dessus de tout le monde, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Bien dit, Madame Hiro. Allez-y, Djiba, en 2 minutes, s'il vous plaît. Allez-y. Et voilà, et comme on dit, si on ne met pas en place des institutions fortes, c'est l'institution la plus forte qui s'impose. Et dans le pire des cas, c'est le chaos. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur l'axe, je pense que ça part au-delà. On n'a pas besoin aujourd'hui dans ce solo pour comprendre ce qui se passe. Regardez tout simplement. Justement, lorsque on a utilisé une femme comme un bouclier, lorsque des citoyens sont tués sur une dizaine d'années, que rien n'est fait. Lorsque des hommes en uniforme investissent des homicides et des citoyens sont extirpés sans aucun mandat d'arrêt, lorsque des boutiques sont vandalisées, on va forcément s'attendre à un tel scénario. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens sont en train de se radicaliser de ce côté. Ils ont ce sentiment aujourd'hui, lorsqu'on le dit, les gens disent non, mais n'utilisez pas l'expression. Ils se sentent exclus de l'ensemble. C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est des oubliés. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Il faut que l'État puisse rassurer. Non, Antoine, vous avez votre temps de parole. Vous pourrez réagir. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Dans ce pays, il ne s'agit plus de parler beau. Il faut parler vrai. Il faut dire la vérité aux gouvernants. Il y a un contrat social entre le gouvernement et le peuple. Et ce contrat social voudrait que lorsque vous avez voté pour des dirigeants, vous acceptez de renoncer à une partie de votre liberté au profit de vos leaders. Et en retour, ces leaders-là doivent vous protéger et protéger vos biens. Maintenant, lorsque conformément à la loi majeure qui est la Constitution, des hommes en uniforme se rendent responsables des cas de tuerie dans des zones et qu'aucune justice n'est faite, les citoyens en retour vont décider de se rendre justice. Fort malheureusement, je n'encourage pas, je ne fais pas l'apologie de la violence, mais ce qui est en train de se passer, c'est le résultat de plusieurs années d'impunité. Des hommes se sont rendus coupables des cas de tuerie et aucune enquête n'a été menée. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se dérouler, moi je pense que la solution, ce n'est pas de militariser cette zone. C'est jouer la carte de la pacification. Parce que j'ai écouté le général Bafoué qui disait, dans les prochains jours, qu'il y a eu une communication auprès des élus locaux, des chefs de quartier, des services décentralisés, pour essayer de voir un peu dans la zone et essayer de maîtriser tous ceux qui disposeraient des armes, qui sont en train de se rendre responsables de ces situations. C'est vrai que l'État dispose le monopole de la violence légitime. Lorsque vous sentez qu'un territoire est en train de tomber dans de tels scénarios, il est de la responsabilité de l'État de maîtriser les personnes qui sont à l'origine de ces cas, à l'endroit des hommes en uniforme. Mais de l'autre côté, je pense qu'il faudrait éviter d'aller dans ce scénario, se dire il faut essayer de ratisser cette zone. Parce que ce qui va se passer, les gens vont donner l'impression qu'on est en train de maîtriser toute opposition sur l'axe. Parce que c'est vrai qu'on va continuer à mener des enquêtes, mais est-ce que tout le monde disposerait des armes? Je pense qu'il faut circonscrire la chose, s'intéresser à Ouanidara, éviter qu'il y ait l'effet boomerang dans certains quartiers de Ratouma. Parce que vouloir essayer d'aller de quartier en quartier à la recherche des personnes qui disposeraient des armes, on peut voir cela comme une politique qu'on veut mettre en place pour maîtriser des opposants. Maintenant, tout cela part au-delà d'une simple manifestation. C'est les conséquences aussi de la gouvernance. Regardez aujourd'hui l'axe, Lamine. Lorsque vous partez, moi j'ai grandi à Caporail, mais vous partez dans ces quartiers, les gens se disent qu'il n'y a aucune perspective d'avenir. Il n'y a pas d'école publique. Il n'y a pas d'aire de jeu. Les quartiers sont difficiles d'accès. Lorsque vous venez au monde dans un tel scénario, aujourd'hui vous dites mais il faut trouver des débouchés. Et c'est le gouvernement qui doit mettre ça à disposition. Je pense qu'on aura plus d'intérêt à créer des infrastructures
sur l'axe qu'à militariser la zone. Les jeunes ont besoin aujourd'hui des points de chute. Ils ont besoin de travailler. Il faut les rassurer. Il faut tenir un discours rassurant. Il faut éviter aujourd'hui des discours clivants parce que à chaque fois qu'on fait une communication, les gens de ce côté se sentent exclus de l'ensemble. Et fort malheureusement, ce qui est en train de se passer, je ne souhaite pas qu'on assiste à une faillite étatique. Le président, il a dit lorsqu'il est venu en 2010, j'ai hérité d'un pays, d'un État, d'un pays mais pas d'un État. Et normalement, lorsque on commence à assister à ces genres de situations, c'est qu'on est en train de perdre l'État. Parce que la faillite étatique commence par ces genres de situations. Donc, il faudrait que le président lui-même puisse rassurer les citoyens qui sont sur l'axe. Qu'il puisse comprendre, oui, c'est notre chef de l'État, il peut trouver une solution à nos problèmes. C'est vrai, il faut mener des enquêtes. Des citoyens aujourd'hui sont arrêtés. Et ceux qui sont à la base de cette théorie, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ce sentiment aujourd'hui que les gens ont sur l'axe. Parce que moi, je prends langue avec beaucoup de citoyens. Parfois, je m'intéresse à ces réalités-là. Je comprends aisément que les citoyens sont là, ils se disent, bon, on est oublié et aujourd'hui, il faut que l'État les rassure. Je ne suis pas d'accord qu'on tire sur des hommes en uniforme. C'est ignoble, c'est condamnable. À un moment donné, il faut que l'État assume ses responsabilités. Il y a un contrat social qui nous lie. Ils ne sont pas nos maîtres, ce sont nos officiers qui doivent nous protéger. Et c'est ce qu'il faut dire aux Guinéens. Aujourd'hui, il y a un problème sur l'axe, il faut que l'État trouve la solution. On n'a pas intérêt à militariser. Pour l'instant, sur le plan politique, le pays, il est plombé. Il faut trouver une solution à ce qu'on puisse sortir de là. Il faut se mettre au travail. Mais cela n'est possible que dans la paix, dans la conciliation et dans la justice. Justement, Diba, Milimono, vieux Diba. Allez-y, Antoine. Je disais que le terme oublié ou le terme ségrégué. Que non, personne n'a utilisé ça ici. Je ne dis pas que Diba l'a dit. Voilà. Beaucoup le disent très souvent. Il faudrait qu'on fasse attention aux mots. L'acte. Certes, on a tous reconnu que l'acte est militarisé. Des citoyens de ce côté sont victimes d'acharnement de la part des forces de sécurité. Mais il ne faut pas oublier qu'à part l'acte, beaucoup de zones en Guinée en sont victimes aussi. Sauf que les violences... Vous regardez les fréquences. Attendez que je finisse. S'il te plaît, on a tendance... Attendez je ne suis pas en train de défendre ce qui est en train de se passer. Attendez. Mais c'est la réalité du terrain. Beaucoup de zones en Guinée en sont victimes. Sauf que les termes qu'on emploie ne sont pas les mêmes dans toutes les zones. Il y a des violences perpétrées par les forces de l'ordre dans toutes les régions du pays. Merci beaucoup. Sur l'axe, depuis pratiquement 10 ans, voire avant cela, les violences étaient les mêmes. La plupart des chefs d'État qui sont succédés en Guinée ont été pratiquement... Est-ce qu'on peut comptabiliser les morts sur l'axe? Allez-y, Jacques. On peut les comptabiliser. Allez, merci beaucoup. Allez-y. Allez-y. Non mais Antoine, allez-y. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques. Allez-y, Jacques. Je vais y aller là. Allez-y, Jacques. Ce que j'ai envie de dire... Oui. Oui. J'ai distribué la parole. Allez-y. Ce que j'ai envie de dire, c'est que... Oui. Ce que j'ai envie de dire ce matin par rapport, bien entendu, à la considération qu'on est en train de faire par rapport, bien entendu, à la zone, je pense qu'on ne peut pas aller sous cet angle. Parce que si on dit on va sélectionner dans chaque commune un axe pour dire voilà l'axe qui est moins considéré, on en trouvera pire à Matoto. Parce qu'en termes de services sociaux de base, surtout publics, la commune de Matoto est moins dotée que la commune de Ratoma. On peut en citer plusieurs fois. Mais on ne peut pas aller avec des limitations des quartiers ou, disons, d'une zone qui est longée, n'est-ce pas, autour d'une route. Je sais, et cela aussi doit être dit, il n'y a violence que lorsqu'il y a manifestation politique. Parce que quand on dit exclusion ou on dit on a ciblé une zone, c'est quand par exemple l'État décide par moment de venir perpétrer des violences sans qu'il n'y ait au préalable, si vous voulez, un acte politique qui est derrière. Ce qui se passe là-bas, c'est un problème politique. Et il est purement politique. Il n'est pas à confondre avec des problèmes sociaux qu'on enregistre souvent dans certaines zones. Ce qu'Antoine essaye de dire et que vous ne voulez pas qu'il aille jusqu'au bout. Allez, même tu peux, parce qu'il fait son courroie. Les forces de l'ordre, partout où les forces de l'ordre agissent pour calmer les manifestations, parfois il y a débordement. Ça se passe beaucoup plus sur l'axe, c'est parce que c'est là-bas il y a beaucoup plus de manifestations. Mais quand vous souvenez le combat que mène le FNDC, la première victime n'est pas tombée sur l'axe, c'est Azéré Koré et c'est un Condé. On n'a pas demandé son nom pour tirer sur lui. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller avec cette analyse. Effectivement, je voulais aussi aborder dans le même sens, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on veuille
qu'il y ait la vérité, qu'il y ait la justice, qu'il y ait l'égalité, l'équité entre les citoyens. Mais aussi, il faut bien faire attention à un certain nombre de jugements que nous faisons, nous-mêmes qui analysons la situation. Lorsque nous mettons dans la tête des citoyens de l'Axe qu'ils sont des citoyens oubliés, qu'ils sont des citoyens de seconde zone, ils sont des citoyens qui ne sont pas considérés, et automatiquement, ces mêmes citoyens aussi vont se comporter de la sorte. Jacques le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'irruption de violence sur l'Axe. Il n'y a pas d'irruption de violence sur l'Axe s'il n'y a pas d'activité ou d'action politique sur l'Axe. C'est en ce moment qu'il y a des accrochages qui naissent entre les citoyens et les forces de l'ordre. Aujourd'hui, il faut que nous travaillions dans le sens de rassurer les citoyens, où qu'ils soient sur le territoire national. Les violences qui se passent sur l'Axe n'ont pas commencé qu'en 2010. Ce sont des violences qui ont été là bien avant 2010. On a appelé cet axe l'axe de la démocratie. Alpha Condé n'était pas encore au pouvoir et il y a eu des morts. Aujourd'hui, on a la possibilité d'en compter, mais il y a également des violences, des morts en grand nombre d'ailleurs, sur le même axe sous Lansana Conté. Peut-être à l'époque on n'avait pas les moyens d'en compter comme on le fait aujourd'hui, parce que il y a un carré qui est dédié à tout ce qui tombe sur l'axe. Mais à l'époque, au temps de Lansana Conté, on n'en faisait pas. On sait que en janvier-février, par exemple, le 22 janvier, on sait quand même, ceux qui étaient à Conakry, parce que moi j'étais sur le terrain ces jours, il y en a eu plus de 200 en un seul jour qui sont tombés. Ouais. Et c'était au pont 8 novembre. Ça, c'était pas sur l'axe. Mais est-ce qu'on va dire, ceux qui sont tombés au pont 8 novembre font partie des populations oubliées ou des frustrés à l'époque? Aujourd'hui, il faut que nous fassions un peu, nous prenions un peu de recul pour ne pas accentuer les choses seulement à une période. Il faut bien voir dans l'histoire de la Guinée, dans l'histoire des activités politiques dans notre pays, à quoi ça nous a mené. Et je crois que cela pourrait nous permettre aujourd'hui d'asseoir nos convictions sur les jugements que nous faisons dans la situation politique en Guinée. Merci beaucoup, Daouda. Allez-y, Madame. Non, mais ce que je voulais dire, la période compte beaucoup en matière de journalisme. Quand vous décryptez un fait, il faut tenir compte du temps. Il faut tenir compte du temps, du lieu. C'est ce qu'on dit le plus souvent. On ne peut pas ne pas parler de la période pendant laquelle les choses se sont passées. Quand nous prenons, Daouda parlait tout à l'heure de l'axe de la démocratie. Aussi le présent. Lamine, l'axe de la démocratie est venu de l'idée selon laquelle tous les grands mouvements qui sont passés pendant la période 2006-2007, qui ont conduit quand même à l'organisation de la présidentielle de 2010, pratiquement sont partis de là. Mais par la suite, c'est devenu l'axe du mal, après l'élection du président Alpha Condé et tout. Mais ce qu'on veut mettre en accent aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une certaine justice, une justice forte. Je ne me lasserai jamais d'en parler. Ouais. Dans tous les pays où ça a marché, c'est la justice. On ne met dans la tête de personne ici que la personne est oubliée ou qu'elle est frustrée. En fait, c'est la réalité. Notre rôle, c'est de décrire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que dans une zone déterminée de la République de Guinée, il y a eu plusieurs, pas comme dans d'autres. Dans d'autres, on a vu des manifestations qui sont bien passées ici, que des personnes sont parties jusque pratiquement devant les agents, face à face, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de réaction, même une égratignure. Par contre, ailleurs, ça se passe autrement. C'est ce qu'on essaie de relever en tant que journaliste. En parlant de justice, justement, Lamine, vous vous souvenez du cas de ce policier dont on a parlé? Djiba a relevé ça tout à l'heure, le policier qui avait pris la femme comme bouclier. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, on a annoncé le décès de ce monsieur. Il est décédé alors qu'il avait été présenté comme l'auteur, justement, de cette prise en otage de cette femme. Il était censé, on devrait le juger et le condamner. Moi, la question que je me suis posée par la suite, comment s'est-il retrouvé dehors jusqu'à ce qu'il y ait cet accident dont on a parlé du côté de la cimenterie, parce qu'il est décédé des suites d'accident. Ce monsieur qui a été arrêté, était-il un bouc émissaire par rapport à ce qui s'est passé à Wanindara à l'époque avec cette femme? Moi, je me pose bien la question. Parce que si c'était lui l'auteur, il devrait être arrêté, jugé et condamné. Mais malheureusement, il s'est retrouvé dehors jusqu'au jour où il y a eu cet accident. Et pratiquement, l'endroit était quadrillé. On n'a même pas permis à la presse de venir poser des questions à la famille. Voilà, Moussa Yoruba. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Antoine, tu auras la parole, t'inquiète pas. On parlera politique, entre autres, avec Abessila, qui nous allons joindre du côté de Washington. On parle de 7 milliards de francs invalidés, donc manque de pièces justificatives. Je comprends pas. On parle de fonds Gavi ce matin avec notre ami Jacques Léo-Aleno et quelques surprises dans la deuxième partie de l'émission. Vous êtes sur Suite FM Guinée.
tous les gamers. Ce mois-ci, c'est Noël avant Noël. Radio Espace, Espace TV et SP Mobile vous offrent votre pack PS4 Pro et vos jeux Kingdom Hearts 3 en édition limitée. Alors, vous êtes prêts pour une petite partie ? Radio Espace, Espace TV et SP Mobile vous offrent votre pack en édition limitée. Console PS4 Pro et le tout nouveau Kingdom Hearts 3. Voyagez à travers divers mondes avec des personnages Disney Pixar cultes pour surmonter toutes les épreuves et tenir tête aux ténèbres qui menacent leur monde. Bref, ce sont de belles soirées gaming qui vous attendent. Pour gagner votre pack PS4 Pro et le nouveau Kingdom Hearts 3, rien de plus simple. Jouez dans le plus lion des mornings en repérant le mot-clé. Dans le 16-18 en repérant le tube classique. Dans On Slash en répondant au quiz. Radio Espace et Espace TV, les stations officielles du gaming.